Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans C'est ça la France pour cette première de l'année. Et si on se projetait déjà en 2024 avec un rendez-vous très important, le célèbre CES de Las Vegas, le Consumer Electronic Show qui se déroule du 9 au 12 janvier. C'est le plus grand salon consacré à l'innovation technologique pour le grand public, le secteur de l'automobile ou encore l'industrie. C'est le lieu où il faut être pour faire découvrir au monde entier votre dernière innovation. Et chaque année, c'est en moyenne 3000 exposants qui font le déplacement et 100 000 visiteurs. Je vous propose de découvrir deux des entreprises qui vont défendre les couleurs de la France. L'une est toulousaine, l'autre est de Montpellier. Direction tout de suite Toulouse avec l'entreprise Iki qui a développé une solution innovante qui permet un suivi quotidien des patients qui souffrent de maladies chroniques. De quelle façon ? On en parle tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est ça la France. Et on en parle tout de suite avec Jean-Christophe Caux. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Vous êtes un des cofondateurs de la start-up Iki, créée en 2021, donc une jeune start-up. Le CES de Las Vegas approche à grands pas. Vous serez sur le stand Occitanie. Alors parlez-nous de Uriki, cette solution d'analyse d'urine connectée que vous avez développée, que vous allez défendre à Las Vegas, là, dans quelques jours. Eh bien, écoutez, c'est une solution Uriki qui permet justement, comme vous l'avez dit, de suivre la nutrition. Alors, il faut dire que ça part d'une expérience personnelle en tant que patient. Je cherchais à trouver une solution pour savoir, pour éviter les calculs rénaux. Et en fait, l'idée, c'était de trouver une manière pour avoir des recommandations nutritionnelles personnalisées. Non, mais ça, c'est important de le dire. C'est vraiment une expérience personnelle. Hein. Vous souffriez de coliques néphrétiques, hein, c'est ça ? Exactement. Ouais. Et donc, vous êtes rendu compte, entre le passage aux urgences, le régime alimentaire très strict, que finalement, c'était pas simple de pouvoir suivre tout ça. Exactement. Et l'idée, c'était en fait de libérer de la charge mentale pour le patient. Ouais. Au lieu d'avoir une vingtaine de règles diététiques à suivre, l'idée, c'est de se dire, je me concentre uniquement sur quels sont les moments en fait dans mon régime alimentaire qui ont le plus d'impact. Donc ça réduit fortement l'énergie, la charge mentale qu'il y a derrière. Et donc c'est vraiment une solution qui a été pensée donc à la fois pour le patient, mais aussi dans un parcours de soins où il y a un médecin, un nutritionniste. Donc on est un peu, on rentre véritablement dans une synergie avec tout l'écosystème, le patient, la clinique et les médecins. Alors comment ça marche concrètement ? C'est-à-dire, une fois qu'on a fait son test urinaire classique, comment fait-on pour envoyer ces données à son docteur ? Alors en fait, nous ce qu'on fournit, c'est un analyseur d'urine qui est portable. C'est-à-dire que le patient va pouvoir l'utiliser à domicile. Donc il part, il a en fait un lecteur avec un petit consommable. Et en fait, sur son consommable, il a une petite partie sur laquelle il va uriner. Et il l'insère dans une cartouche qui est mise dans le lecteur. Et ensuite, le lecteur va faire la mesure tout seul. Et ensuite, c'est un peu comme une montre connectée, c'est-à-dire que la donnée, vous allez pouvoir la récupérer sur une application mobile en vous synchronisant avec. Et cette donnée, elle va être aussi poussée sur une plateforme web qui elle, est à destination de l'équipe médicale qui suit le patient. Vous le dites, c'est un peu un laboratoire de santé à domicile. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est véritablement pour qu'on puisse avoir conscience. En fait, c'est vraiment l'idée, c'est d'objectiver notre mode de vie et de savoir en fait réellement quels sont les moments en fait où on a des excès, où on mange trop salé par exemple, ou pas assez de protéines. C'est un peu tous ces exemples-là qu'on essaye. C'est difficile, par exemple, de savoir ce que l'on mange, savoir si c'est trop salé. On ne sait pas trop quelle est la quantité que l'on met dans nos plats. Et donc voilà, ça permet de savoir combien on en ingère et de pouvoir savoir où est-ce qu'il faut se concentrer. En fait, ça permet une analyse biologique et un journal alimentaire grâce aux biomarqueurs qui permettent de suivre la nutrition. Ouais, ça revient aussi de l'expérimentation en tant que patient. C'est-à-dire que c'est bien de savoir en fait, de savoir à quel moment on est en dehors des clous. La problématique, c'est que souvent, je me rendais compte que je n'arrivais jamais à me souvenir de ce que j'avais mangé. Vraiment, je faisais vraiment le poisson rouge, c'est-à-dire qu'au bout de quelques temps, je savais plus. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, si je prends en photo mes repas, quelque chose d'assez simple, qu'on fait assez aisément, ça me fait un aide-mémoire. C'est-à-dire que quand j'ai mes données, quand je vois un pic apparaître ou au niveau du pic, je sais en fait ce que j'ai mangé. Je peux voir que effectivement, j'ai sorti un plat du congélateur. Celui-ci, effectivement, il était très salé, et ainsi de suite. Ça permet comme ça de aisément
de savoir où est-ce que ça pose problème et d'en ressortir en fait une règle qui soit assez simple. Oui, et puis pour le professionnel de santé qui vous suit, alors là il a toutes les infos quoi. Mais ça demande aussi une autre organisation pour lui parce qu'il va recevoir ces données régulièrement. Comment cette nouveauté est-elle accueillie par eux, par ces professionnels de santé? Justement, ça demande effectivement à ce que ça fait gagner du temps, puisqu'en fait, on met à contribution le patient. C'est le patient qui collecte de la donnée, qui collecte énormément de données. Et en fait, tout l'enjeu, c'est de faire gagner du temps aux professionnels de santé, aux nutritionnistes qui suivent le patient. Et donc pour ça, en fait, non seulement on fait travailler en gros le patient, c'est lui qui va collecter la donnée, mais en plus, nous, on a la plateforme web qui derrière va traiter la donnée pour en gros commencer à faire une sorte de rapport pour le professionnel de santé, pour le nutritionniste par exemple, qui ensuite va pouvoir le renvoyer au patient. Et bien sûr, par contre, c'est toujours le nutritionniste qui arbitre, qui fait la recommandation finale, qui peut réajuster le rapport au final. C'est toujours lui qui a la main le dernier mot. Cette solution, elle est déjà expérimentée en France. Oui. Et vous visez quoi? Les établissements de santé ou le patient? Ouais, nous on vise un peu des deux, plus particulièrement les établissements de santé. Nous on est très orienté sur la néphrologie, donc tout ce qui est autour du rein, de l'urologie. Donc ça c'est plutôt les centres de dialyse et les centres de néphrologie qui ont déjà l'habitude d'utiliser l'urine pour suivre la nutrition de leurs patients. Donc c'est plus aisé, ils ont déjà l'habitude en fait d'utiliser cette méthode d'analyse. Et après au niveau des patients en fait, nous on les vise pas directement, mais ce qu'on cherche c'est à s'intégrer dans des plateformes de téléconsultation, de télésuivi. On a des partenariats. Et donc c'est le patient en fait qui cherche à avoir un suivi, qui a souscrit en fait à un abonnement auprès de ces plateformes et qui ensuite couple en fait le suivi nutritionnel avec en fait notre dispositif. Ouais. Et pour l'instant, donc vous êtes dans combien de cliniques en France, combien d'hôpitaux, de personnel? Là, il y en a une douzaine actuellement. Une douzaine d'expérimentations. On en a même une où il y a même à La Réunion. Voilà. Il y en a même. Donc ça, c'est vraiment le challenge pour nous parce qu'il y a vraiment de la distance pour le coup. Voilà, oui, on est dans cette phase où vraiment on ouvre un maximum. On essaie d'ouvrir un maximum de lieux d'expérimentation, de tests de nos solutions. Et il vous a fallu combien de temps pour développer cette solution innovante? Combien d'années de recherche et de développement pour mettre au point cette innovation qui est brevetée, je le rappelle, en Europe, aux États-Unis et au Japon? Eh bien, c'est pratiquement 5 ans de R&D. On a eu 2 ans déjà où on a prématuré le projet, on a essayé de bien valider au niveau médical si c'était bien pertinent, la première idée de base. Et après, dès que ça s'est passé au vert, mais ensuite on a lancé en fait une première phase de R&D. On a été aidé par la région Occitanie pour lancer un projet de R&D et puis ensuite on continue en fait sur notre lancée. Et c'est vrai que en fait comme on a une longueur d'avance et on cherche à être toujours innovant, en fait on a quand même une culture de l'innovation au sein de l'entreprise et voilà, on est toujours dans cette phase d'améliorer notre solution, d'apporter de l'innovation. Et vous souhaitez tester le marché américain. C'est un passage obligatoire quand on est une jeune start-up qui innove. Donc vous attendez, j'imagine, beaucoup de ce CES de Las Vegas. Exactement. C'est vraiment, effectivement, c'est vraiment un moment charnière pour nous en termes stratégiques. On veut véritablement, en gros, commencer à sonder le marché américain. C'est un marché effectivement qui est très réactif. On y va aussi. Pourquoi? Parce que nos concurrents sont principalement américains. Ils sont sur le marché américain. Donc, on sait qu'il y a un marché important qui a réagi assez vite. Donc, voilà, on voit de belles opportunités. On va y aller avec notre propre innovation, nos éléments différenciants. Et pour montrer la plus-value de l'innovation française face aux américaines. Oui, exactement, c'est un peu ça. On a fait un travail pour être dans le médical. Voilà, on a fait un gros travail de R&D, de validation. Donc voilà, on pense que ça, c'est des éléments qui peuvent nous différencier par rapport aux solutions qui existent déjà sur le territoire américain. Et voilà, et donc en fait on va rechercher de la visibilité, on va aussi voir quelle est la perception un peu du visiteur lambda sur ce type de solution, et ensuite on cherche aussi des partenariats, voilà, parce que forcément c'est un énorme marché et donc il faut aller rechercher de l'aide, du partenariat pour y aller. Ouais. Du partenariat, des financements pour continuer à se développer. Ouais. Et s'il vous reste un peu de temps, aller au casino?
Peut-être, ouais. Le planning est très très chargé. J'avoue que peut-être en fin de rendez-vous, si tout se passe bien, si vous êtes de bonne humeur, vous êtes content. Pour marquer le coup. Ouais, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, Jean-Christophe Caux, d'avoir pris le temps de nous présenter la start-up Iki qui sera au CES de Las Vegas du 9 au 12 janvier prochain. Merci à vous et on vous souhaite beaucoup de chance pour ce rendez-vous très important pour vous. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. On se quitte une poignée de secondes avant de découvrir ensemble une autre innovation française qui sera également du voyage au CES de Las Vegas du 9 au 12 janvier prochain. Une entreprise située à Montpellier. C'est tout de suite. Réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie présente. Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français pour une spéciale CES de Las Vegas avec ces entreprises françaises qui vont faire le voyage le 9 janvier dans ce plus grand salon consacré à l'innovation technologique pour le grand public, le secteur de l'automobile, l'industrie. Et on part tout de suite à Montpellier découvrir une autre entreprise qui sera du voyage. Sud Radio C'est ça la France. Merci d'être avec nous, Pascal Jardet. Vous êtes l'un des fondateurs de la start-up montpelliéraine Encaps. Bonjour. Bonjour. Merci d'être au micro de Sud Radio. Alors, Encaps a été créé au printemps 2022. C'est vraiment une entreprise toute récente et qui démarre super fort. On peut le dire, on a cette chance. Vous venez de lever 1,6 million d'euros pour lancer votre solution de passeport numérique pour sécuriser les objets physiques et numériques. Alors, expliquez-nous ce que ça veut dire concrètement. Alors concrètement, il s'agit de créer un pont entre un objet bien réel, un objet du monde réel, avec des services associés en ligne pour enrichir un petit peu l'expérience que l'on aurait avec cet objet. Dans ce contexte, on le fait dans le cadre de ce que l'on appelle le passeport numérique des produits, qui est une régulation que la Commission européenne est en train de mettre en place à horizon 2026, justement pour permettre aux usagers, aux fabricants, de mieux identifier les produits de leur conception jusqu'à potentiellement leur recyclage et leur fin de vie. Vous anticipez la nouvelle réglementation européenne à venir sur le Digital Product Passport. C'est ça. Exactement. Alors pour bien comprendre, chaque objet du monde réel ou virtuel, quel que soit le pays, pourra se voir apposer un passeport numérique. Donc ça veut dire qu'il sera enregistré quelque part sur une base de données internationale ? Alors, aujourd'hui, les termes qui définissent un petit peu où se trouvent les informations ne sont pas encore tout à fait clairs. Il n'est pas question à ce jour d'avoir une base de données centralisée de tous les produits de la planète. Ce serait inconcevable à ce stade. Non, l'idée, c'est que l'ensemble des fabricants et l'ensemble des acteurs concernés par ces produits vont contribuer à une espèce d'arborescence de l'information, un peu comme le web. Ça, on va dématérialiser les droits de propriété dans une capsule numérique sécurisée, d'où j'imagine le nom de l'entreprise Encaps. Et c'est-à-dire que si on prend un exemple concret, j'achète un produit, je scanne le QR code et là, je peux vérifier que le propriétaire est bien le propriétaire, que l'historique du produit acheté, c'est ça ? C'est comme ça que ça va se passer ? Exactement. En fait, chaque produit aura sa capsule associée. La capsule va matérialiser le flot de possibilités qu'il sera possible de faire avec cette capsule en fonction de qui nous sommes. Si je suis un inconnu qui croise le vélo dans la rue, bien évidemment, je n'aurai pas les mêmes droits que si j'en suis le propriétaire de ce vélo. Donc en fonction de qui je suis et en fonction de l'état de l'objet et en fonction de la temporalité aussi, j'aurai accès à un certain nombre de choses. Alors, il y a deux niveaux de choses que l'on peut faire. On peut accéder à de l'information. Cette information, c'est comment mon vélo a été construit, à partir de quelle matière première, quel est le parcours qu'il a suivi pour être livré, etc. Donc l'empreinte carbone, etc. Et ensuite, le deuxième type d'information auquel je vais accéder, justement, ce sont des actions. Je vais pouvoir agir sur le vélo. Je vais pouvoir déclarer qu'il a été volé, par exemple. Je vais pouvoir éventuellement déclarer, parce que je suis réparateur, déclarer qu'il y a eu une maintenance sur ce vélo. Et donc, du coup, comme je suis réparateur agréé, on pourra prendre cette information comme de confiance.
Oui, c'est vrai que ça, on peut consulter le carnet d'entretien du vélo en toute sécurité parce qu'on a aussi on sait que la personne qui a posé l'information est forcément une personne qui a eu accès, donc qui est légitime. Mais ça veut dire que tous les objets sont traçables de leur création à leur fin de vie. Oui, c'est l'idée. Ouais. Alors, c'est le concept qui est visé. Bien évidemment, on va y aller par étapes. Au début, ce ne sera pas forcément le cas, mais en tout cas, l'ambition, c'est ça. Et aujourd'hui, en tout cas, la Commission européenne, elle réduit le scope dans cette première phase aux produits les plus polluants. Donc, on parle des batteries, on parle de tout ce qui est matériel électronique et on parle du textile dans un premier temps. Alors, si on prend l'exemple du textile, j'achète un pull, je scanne toujours le QR code, je sais où il a été fabriqué. Quel autre type d'information pourrait être intéressante pour moi ? Alors, dans le cadre du pull, on pourrait imaginer des services innovants. Alors, innovants, j'allais dire, qui reprennent un petit peu des concepts du passé, mais on pourrait imaginer un procédé de consigne, par exemple. C'est-à-dire que vous achetez votre pull, mais le fabricant de ce pull peut considérer qu'il est toujours propriétaire de la matière et que si vous le lui ramenez, il va vous rembourser cette consigne et lui, du coup, va pouvoir recycler ce vêtement. Il a la garantie qu'il est véritablement devant son pull à lui, que ce n'est pas une contrefaçon, puisque le passeport l'affirme. L'affirme, ouais. Mais finalement, les usages sont multiples. Quels sont vos marchés prioritaires à vous ? Qu'est-ce que vous visez en priorité ? Les marchés avec lesquels on a le plus d'appétence aujourd'hui, c'est tout ce qui est mobilité, donc les véhicules de type automobile avec le carnet d'entretien du véhicule, les vélos dont on vient de parler, c'est un exemple que j'ai donné parce qu'on vient de signer par exemple avec Bicycle, qui est une entreprise qui propose des vélos électriques de fonction. Donc là, on assure tout le parcours utilisateur de la commande du vélo jusqu'à sa mise à la route, etc. Donc tout ce qui est mobilité. Et puis on a également une appétence parce qu'on a beaucoup d'investisseurs chez N4. Vous avez parlé de la levée de fonds. Elle est beaucoup matérialisée par des investisseurs qui sont dans le jeu vidéo. Et du coup, on impose un passeport numérique des jeux vidéo là, pour fiabiliser la distribution de ces jeux. Il y a un gros problème de marché gris. C'est-à-dire Alors oui, en gros, vous avez beaucoup d'acteurs qui se distribuent des clés qui matérialisent des licences de jeux vidéo. Et ces clés, aujourd'hui, elles naviguent en clair, en fait, entre les différents acteurs. Et du coup, on a des fuites de temps en temps de ces clés qui sont vendues sur des marchés parallèles. Apposer un passeport, ça permet, dans notre cas, de opacifier cette clé entre les différents acteurs. Certes, on s'échange les différentes clés, mais sans les voir. Oui, parce qu'il y a des droits, quoi. Et les droits sont respectés. Exactement. Donc finalement, ce passeport numérique, il veut aussi changer nos habitudes, peut-être mieux nous responsabiliser, encourager à vous écouter à l'économie circulaire, lutter contre l'obsolescence programmée, protéger les données pour justement protéger les droits d'auteur. C'est de toute façon une tendance que l'on voit, nous, depuis des années. On est d'accord, en tant que consommateur, on en demande de plus en plus aux fabricants. Il y a eu suffisamment de problèmes rencontrés pour qu'on leur demande un petit peu plus de transparence. Le fait qu'il y ait une régulation, ça va aussi un petit peu forcer les fabricants à suivre la direction. Et en même temps, ça va leur permettre en effet d'être plus transparents et nous, en tant que consommateurs, d'être mieux aguerris. Ouais. Donc tout le monde y gagne, je pense. Alors, j'imagine qu'avec justement cette nouvelle réglementation européenne qui arrive donc en 2026, il faut aller vite. D'où l'importance d'un CES de Las Vegas pour vous, pour faire connaître votre solution le plus rapidement possible sur le marché, notamment américain. Et oui, et surtout que pour une fois, l'Europe est en avance par rapport aux États-Unis. Ça fait du bien, ça, faut le répéter. Exactement. Donc du coup, on y va un petit peu pour leur montrer la direction que les choses vont prendre. On a énormément de rendez-vous avec justement des entreprises américaines qui disent « Ouh là là, c'est ce qui va se passer en Europe, on devrait peut-être se poser la question si ça va pas arriver chez nous aussi. » Ouais. Donc du coup, vous attendez quoi exactement de ce CES ? Créer des nouveaux partenariats parce que le projet doit être... L'idée, c'est quoi ? C'est de le développer quand même sur le marché européen ou pourquoi pas trouver des partenaires américains dans le cadre de ce CES de Las Vegas ? Alors, ça peut paraître paradoxal, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut être crédible, il faut aller aux États-Unis. Ouais. Il faut aller au CES, clairement. Donc c'est le meilleur endroit pour rencontrer les industriels français et européens.
c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Ah oui. Après, on ne se ferme pas à l'idée, bien entendu, de pouvoir attaquer le marché américain, mais aujourd'hui, on va pas se leurrer, c'est un peu tôt pour nous. Oui, c'est-à-dire que vous voulez dire que comme c'est un rendez-vous tellement important, on sait que tous les acteurs qui comptent seront pendant ces quelques jours du 9 au 12 janvier au CES de Las Vegas. Oui, même pour rencontrer les Européens, il faut aller à Las Vegas. Oui, c'est paradoxal, mais c'est vrai. Et donc, du coup, on se prépare comment? C'est-à-dire qu'on prépare déjà à l'avance des rendez-vous? Comment ça va se passer? Ah oui, on prépare tout à l'avance, on n'y va pas à l'aveugle. Tout est préparé. Nous, en plus, on a la chance d'être accompagnés par la région et la métropole. Donc on est sur le pavillon français, on est accompagné, voilà, on prépare ça déjà depuis plusieurs mois. Ouais. Alors on le disait en début d'interview, cette entreprise a été créée en 2022, elle est toute récente. Quel est le gros défi à relever pour 2024 ? Le gros défi à relever, alors maintenant que justement on a fait cette levée de fonds, c'est consolider l'équipe technique. Ouais. Et consolider l'équipe aussi commerciale, bien entendu. La grosse phase qui nous attend là, c'est l'industrialisation. Donc c'est clairement être en capacité de pouvoir répondre à la demande. Donc voilà, gros enjeu. Une industrialisation qui va se faire sur le territoire montpelliérain ? Oui, absolument, oui. Merci beaucoup Pascal Jardet. Je rappelle que vous êtes l'un des fondateurs de la start-up Encaps et on vous souhaite beaucoup de succès lors de ce CES de Las Vegas. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et bon réveillon pour ce soir. Merci. Au revoir. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Destination Occitanie et les entreprises ouvertes à la visite vous présentent Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Et oui Nathalie, aujourd'hui je me balade dans l'Aude, au cœur du Languedoc. Je suis du côté de Brousse, dans un petit canyon où coule une rivière qui s'appelle la Dure. C'est un endroit vraiment idyllique et je suis en compagnie d'André Durand, le responsable du moulin papier de Brousse, parce qu'il y a une vraie tradition du papier fait main ici. Je dis pas de bêtises, André ? En effet, le village de Brousse fait du papier depuis la fin du XVIIe siècle et ma famille fait du papier depuis 1820, donc à peine un peu plus de 2 siècles. Et vous avez repris cette entreprise ? Disons que mon père, lorsqu'il a arrêté l'activité artisanale industrielle, je dirais en 1981, on avait le projet d'en faire un musée départemental du papier. Et puis après quelques années de tâtonnement et de rénovation, on a réouvert le moulin. Aujourd'hui, c'est le dernier moulin à papier ? Nous sommes le dernier moulin à papier en activité de la région Occitanie. Nous sommes très peu en France, très peu en Europe aussi, mais on persévère et on poursuit cette tradition. Une chose qui est unique ici, c'est que vous ouvrez vos portes à la visite. Notre pari a été d'ouvrir un atelier de fabrication de papier, mais de le rendre visitable, de montrer ce qu'est le papier, d'expliquer le papier et d'en montrer les variétés, les variantes. Aujourd'hui, pas grand monde ne sait ce qu'est le papier, si ce n'est que c'est du bois. Or, le bois n'est pas utilisé chez nous et le bois est tout récent dans l'industrie papetière, ça a moins de 2 siècles, alors que le papier existe depuis 2300 ans. C'est une vraie mission pédagogique aussi, réexpliquer ce qu'est le papier, d'où il vient, comment on le fait. Pourquoi je prends de la fibre, je la mets dans l'eau, pourquoi elle se sèche et pourquoi en séchant elle se soude. Bon, tout ça c'est très simple. Allez, je vous suis André, on va voir ça. Donc ici, dans le cadre de la visite, André, vous expliquez un petit peu tous les procédés de fabrication du papier. Mais il y en a un que vous privilégiez, qui est utilisé ici, c'est la pile hollandaise, je crois. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que c'est ? La pile hollandaise, c'est la machine qui va rendre la cellulose en pâte à papier. Donc en gros, dans la grande, il y a 2000 litres d'eau, 50 kg de tissu. Ça va passer sous un cylindre qui a des couteaux en fer qui frictionnent sur des couteaux en fer fixés dans le sol. Pour faire 2000 litres d'eau et 50 kg de tissu, ça va durer 3 heures. Et on a une pâte très très épaisse qui ensuite sera diluée pour faire les feuilles de papier. Voilà. Ensuite, étape suivante, c'est le passage au tamis. Ensuite, il va falloir séparer l'eau et les fibres tamisées. Donc on ne fait que plonger notre forme, notre cadre métallique dans la pâte, très très liquide. L'eau s'égoutte et comme la feuille est formée sur le tamis, pour la récupérer, on la couche sur un support humide. Et on va monter comme ça des piles en mettant une séparation entre chaque feuille. Et ensuite, il y aura le pressage pour enlever de l'eau et pour permettre de mettre les feuilles à sécher sans qu'elles se déchirent. Il faut enlever de l'eau pour qu'elles soient résistantes au déchirement.
Et vous avez des tamis correspondant à plusieurs formats? Nous avons les formats, je dirais A4, A3, les formats d'aujourd'hui, mais nous avons surtout les formats Raisin et Jésus, qui sont les formats pour les arts plastiques, c'est en gros 50-70, et le plus grand des formats, il fait 3,40 m sur 2,20 m, mais là c'est un peu spécial, une grande cuve géante. Vous êtes plusieurs pour l'actionner? Il faut être 8 pour le sortir de l'eau, elle fait déjà 60 kg toute seule, il faut sortir très plat, c'est compliqué. Et on l'a dit tout à l'heure de manière un peu rapide, au départ, l'important dans le papier, c'est la cellulose qui est produite naturellement. Disons qu'il faut récupérer de la cellulose. La cellulose, j'en ai dans tous les végétaux, tous les tissus de lin, chambre, coton. Et après, il faut que la cellulose soit engraissée, gorgée d'eau. Et c'est cette liaison cellulose-eau qui fera la qualité du papier. Il faut qu'il y ait un engraissage complet. Et plus on laisse la fibre dans l'eau, meilleur sera le papier. Voilà. Merci beaucoup André pour ces explications. Et si vous voulez les avoir en direct, vous venez faire la visite du moulin à papier de Brousse. Pour avoir la visite complète, qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir la visite complète, d'abord nous sommes ouverts au public 363 jours par an. Il n'y a aucun jour de fermeture. Alors suivant les saisons, évidemment, il y a plus ou moins 2 visites. Dès qu'il y a vacances scolaires, il y a 4 visites par jour. Et l'été, ça va de 7 à 8, 9, 10 visites par jour. Toutes nos visites sont guidées. Après chaque visite, chaque personne peut faire un atelier papier, repartir avec les feuilles qu'elle a fabriquées. Merci beaucoup André. Merci pour cette visite. Merci à Sud Radio. Moi j'ai continué ma petite balade et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre découverte. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Avec Destination Occitanie et les entreprises ouvertes à la visite. Et nous voilà déjà à la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.